Konnichiwa, yokoso, irashaimase! Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 14e vidéo qui est donc l'épisode 2 consacré à la guerre du Boshin et à la restauration Meiji ainsi qu'au château clé de cette période. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous mets une petite fiche en haut à droite ainsi que le lien dans la description. À la fin du premier épisode, suite à la défaite des pro-Tokugawa à la bataille de Toba-Fushimi, Tokugawa Yoshinobu décida donc de fuir Osaka pour Edo. Une fois arrivé, il décida de ne pas s'opposer à la nouvelle armée gouvernementale de l'empereur. Mais plusieurs groupes et vassaux, toujours fidèles au Tokugawa, vont mener des actions à travers le pays pour tenter de remettre le shogunat sur les rails. Cela va donc prolonger cette guerre civile dite du Boshin. Maintenant que la nouvelle armée gouvernementale de l'empereur contrôle bien Kyoto et ses alentours, elle décide de se diriger vers Edo pour mater les pro-shoguns. Et il se trouve que la pierre angulaire pour défendre Edo, ou attaquer, c'est selon le point de vue, se trouve être le château de Kofu dans la préfecture de Yamanashi à l'ouest de Tokyo. Et les deux camps vont donc chercher à contrôler cet endroit en mars 1868, donc 2 mois après la fuite de Tokugawa Yoshinobu. D'un côté, nous avons notre groupe de samouraïs, le Shinsengumi, qui est envoyé à Kofu, depuis le château d'Edo, pour s'en assurer le contrôle. Et de l'autre, venant de la région du Kansai, nous avons les forces impériales qui se dirigent également vers Kofu, mais depuis le sud-ouest du coup. Nous avons donc les deux armées ennemies qui se dirigent simultanément vers le même endroit, et la question est de savoir qui va arriver en premier à Kofu, et donc prendre un gros avantage sur son adversaire. Et spoiler, c'est l'armée impérialiste qui va arriver en premier alors qu'elle avait un chemin bien plus long à parcourir. Et pour comprendre le pourquoi du comment, nous allons un peu zoomer sur qui est ce groupe de samouraïs appelé le Shinsengumi. Ce groupe est dirigé par un certain Kondo Isami qui était un simple instructeur de kendo dans un dojo très modeste. Son bras droit, Toshizo Hijikata, vient aussi du même dojo. Il faut savoir qu'aucun d'eux ne vient d'une famille de nobles ou de samouraïs, mais étaient tous les deux des fils de paysans. Mais leur admiration pour les samouraïs de la haute classe les a menés à créer leur propre groupe de mercenaires autoproclamés samouraïs et loyal envers le shogunat Tokugawa, qui l'a fini par reconnaître comme tel. Les règles en interne et le code de conduite étaient très stricts. L'idée était qu'il fallait être plus samouraï que les samouraïs. Un peu comme certains otakus occidentaux qui essaient d'être plus japonais que les japonais. Du coup, les nobles et les samouraïs qu'ils côtoyaient ne les aimaient pas trop en général et ils n'étaient pas vraiment acceptés en tant que samouraïs. Ils vouaient une véritable loyauté au shogun et n'hésitaient pas à user de moyens radicaux contre ceux qui s'y opposaient. Mais maintenant, le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, s'est retiré et la suite a été laissée à un de ses vassaux qui souhaite négocier en douceur avec les nouvelles forces impériales. Mais cette présence du Shinsengumi, très pro-shogun au château d'Edo, faisait clairement tâche vis-à-vis de cette politique d'apaisement. Il fut donc décidé de les envoyer défendre le château de Kofu contre les forces impériales. Globalement, ils le prirent comme un véritable honneur de recevoir une mission officielle de la part du shogunat. Mais cela permettait donc surtout d'éloigner ce groupe un peu gênant hors d'Edo. De l'autre côté, nous avons le groupe de la nouvelle armée gouvernementale de l'empereur. Cette unité est dirigée par un certain Itagaki Taisuke du domaine de Tosa dans la préfecture de Kochi. Ce nom ne vous dit certainement rien, et ce n'est pas bien grave, mais il faut comprendre que Itagaki n'est pas son vrai nom de famille. Il lui a été donné juste avant de partir pour Kofu pour une raison bien précise. En effet, il se trouve que ce nom de famille a un écho très positif là-bas. Comme je vous l'ai indiqué dans ma vidéo sur l'attaque sournoise d'un château, la ville de Kofu se situe dans la région de Kai qui était dirigée par le célébrissime général Takeda Shingen 300 ans auparavant. Ce général était aimé tel un Maradona en Argentine. Et le nom d'Itagaki vient d'un de ses plus fidèles vassaux qui résonne encore dans la région. Donc avec un tel nom, l'idée était d'être accueilli à bras ouverts une fois arrivé au château et éviter tout combat. Donc c'est un peu comme si tu allais dans un resto en Suisse et tu dis « Salut, je suis le coach de Federer » et là que le patron te laisse sa meilleure table, voire même sa femme. Bref, grâce à ce stratagème, le groupe armé fidèle à l'empereur fut reçu très amicalement à Kofu et sans résistance alors qu'il était protégé par des fonctionnaires dépêchés par le shogunat, donc sous contrôle des Tokugawa à la base. Donc si le Shinsengumi était arrivé avant, il aurait pris le contrôle du château sans aucun doute. Mais alors, pourquoi donc notre Shinsengumi est-il arrivé après ? Tout simplement car ils ont été trop lents, car ils ont trop festoyé en route. Oui, je vous jure, ce n'est pas une blague.
En fait, entre Edo et Kōfu se trouve la ville de Fuchu, dont est originaire Isami Kondo, le chef du Shinsengumi, ainsi que certains autres membres. Et ils en ont donc profité pour porter un toast à cette mission sur ses terres natales. Le groupe a donc participé à un banquet d'encouragement et de bienvenue pour ensuite y passer la nuit. Ils ont également passé 2 autres nuits sur la route à Hachihoji et Shinjuku, les retardant d'autant plus. Donc, naturellement, l'armée impérialiste est arrivée en premier à Kōfu. Donc, malgré leur rapprochement géographique et diplomatique avec Kōfu, la joie de cette mission officielle leur a fait rater l'occasion de contrôler le dernier rempart avant Edo. C'est quand même bien ballot. Parlons donc un peu de ce château de Kōfu, qui est donc le dernier rempart avant le château d'Edo. Il fut construit par Tokugawa Ieyasu et le clan Toyotomi en 1583, peu après leur victoire sur le clan Takeda. Ce château était connu pour être un des plus forts de la région autour de Tokyo et a abrité des seigneurs très proches du shogun. Il fut démantelé en 1873 suite à l'ordre de démantèlement des châteaux. On ne sait pas si le château a possédé un donjon principal ou non. Plus tard, suite à la construction de la ligne de train de Chuo, le site s'est retrouvé coupé en 2. De nos jours, plusieurs portes et tourettes ont été reconstruites et le site est intéressant et agréable dans son ensemble, sans être une priorité à visiter non plus. Le Shinsengumi arriva donc après les forces impériales au château de Kōfu. Ils installèrent un camp à environ 15 km à l'est du château, mais sans parvenir à percer. Petit à petit, la tension monta et ainsi commença la bataille dite de Kōshu Katsunuma. La force du Shinsengumi à ce moment était d'environ 130 hommes. Ils avaient perdu la moitié de leurs troupes par désertion à l'annonce du contrôle du château de Kōfu par l'ennemi. Et ils ont en plus laissé 4 de leurs 6 canons en route car ils retardaient la progression. D'un autre côté, ils auraient pu aussi éviter la tournée des barres. D'autre part, la nouvelle armée gouvernementale avait à sa disposition 1200 soldats sur place, soit presque 10 fois plus. Même si le Shinsengumi possédait de véritables experts dans le maniement du katana, cette façon de se battre n'était plus vraiment à jour et en plus d'être en sous-effectif, ils furent naturellement mis en déroute et retournèrent vers Edo, le sabre entre les jambes on va dire. Ensuite, les principaux membres se sépareront les uns après les autres, signant la fin de ce groupe. Nous sommes donc en mars 1868 et suite à cette déroute, les forces impériales présentes au château de Kōfu ne vont pas se gêner pour pousser jusqu'au château d'Edo un mois plus tard en avril 1868. Mais vous imaginez bien qu'une bataille au château d'Edo n'arrangerait aucun des deux camps et encore moins le pays lui-même. Si une telle bataille venait à éclater, les puissances étrangères qui lorgnent sur le Japon pourraient en profiter. Il faut savoir que l'ancien shogunat était soutenu par la France et le domaine de Satsuma, qui était le centre du nouveau gouvernement impérial, coopérait lui avec la Grande-Bretagne. Du coup, cela pourrait devenir une bataille par procuration entre la France et les Anglais. On prend les mêmes et on recommence quoi. Et celui qui avait pris la suite du shogunat, un certain Katsukaishu, voulait éviter une telle situation. L'idée était vraiment de ne pas faire d'Edo un champ de bataille. Katsukaishu prit donc contact avec un certain Takamori Saego, un membre du domaine de Satsuma, qui avait une position très haut placée. Je vous passe les détails, mais ces deux personnages, bien qu'étant dans des camps différents, se connaissent depuis pas mal d'années et souhaitent tous les deux éviter cette bataille et pensent aussi à lancer un nouvel élan politique plus républicain au Japon. Ils arrivent donc à mettre en place un accord entre les deux camps pour ouvrir le château d'Edo aux impérialistes et ainsi éviter un bain de sang. Quasiment la veille de l'assaut prévu d'ailleurs. Le deal était aussi de ne pas exécuter le dernier shogun pour éviter tout soulèvement supplémentaire. Donc les deux camps ont réussi à surpasser leur statut d'ennemi pour protéger la population et l'intérêt du pays. Maintenant, parlons du château d'Edo, qui est donc en fait le château de Tokyo. Comme vous l'aurez peut-être déjà compris, c'est la maison du shogunat Tokugawa pendant la période Edo, donc entre 1603 et 1868. Il a été le centre économique et politique du Japon depuis cette période jusqu'à nos jours. Mais à l'origine, c'était un château quelconque construit en 1457. Et c'est Tokugawa Ieyasu, toujours lui, qui a repris le château pour le rénover et en faire un château célèbre dans tout le pays. Le château a possédé 3 Tenchu différents dans son histoire en 1606, 1621 et 1635. Les 2 premiers ont été démantelés et le 3e a brûlé. De nos jours, on retrouve un parc très agréable, le socle du Tenchu ainsi que plusieurs tourettes et portes d'origine. Donc un site à recommander si vous voulez faire un break dans cette ville très animée qu'est Tokyo. Et en plus, l'entrée est gratuite. Aussi, une grosse moitié du site est réservée à la famille impériale et ne peut être parcourue qu'à de très rares occasions.
Suite à l'ouverture du château d'Edo aux forces impériales, les partisans restants du shogunat, qui y croyaient toujours, se sont échappés de la ville pour tenter de se rassembler temporairement à Nikko, au nord, qui est le lieu sacré de la famille Tokugawa, notamment avec le Nikko-to Shogu, qui est le tombeau du premier Tokugawa. Ce n'est pas un château, mais si vous allez au Japon, c'est clairement un site à ne pas rater. Mais l'objectif des fuyards était surtout de rejoindre le clan Aizu au château de Wakamatsu dans la préfecture de Fukushima, toujours allié au shogunat. Et sur la route se trouve le château d'Utsunomiya, fidèle au camp de l'empereur à ce moment, où va se dérouler la bataille suivante, dite d'Utsunomiya. Encore une fois un nom vachement original. Avant toute chose, il faut savoir qu'un château construit sur un terrain plat a généralement une défense plus faible qu'un château construit en montagne. Mais cette règle ne s'appliquait pas au château d'Utsunomiya. Bien qu'étant sur un terrain plat, c'était un château difficile à attaquer et facile à protéger car il y avait une colline au nord et la rivière Tagawa à l'est et les routes possibles pour un siège étaient très limitées. Ce n'est pas pour rien que ce château existait depuis l'époque Heian aux alentours de l'an 1060. Donc le château d'Utsunomiya était réputé pour être très robuste. Pour cet assaut, c'est l'ancien second du Shinsengumi, Hijikata Toshizo, qui va lancer la bataille et réussir à prendre le château en une journée seulement. La raison est que l'armée impérialiste, présente à Utsunomiya, se méfiait du clan Aizu, allié historique du shogun, plus au nord. Ils ont donc renforcé les positions au nord du château, ce qui a créé des points faibles côté sud. Et les troupes dirigées par Hijikata réussirent à trouver la brèche par le sud-est du château. Les forces présentes à Utsunomiya se replièrent et attendirent des renforts de la part de la nouvelle armée impériale. Et 5 jours plus tard, au petit matin, ils tentèrent leur chance pour reprendre le château. Leur attaque fut terrible et le château fut repris en début d'après-midi. Encore une fois, les troupes pro-shogun avaient un armement trop inférieur pour tenir tête aux troupes fidèles à l'empereur. Ils doivent donc céder le château qu'ils venaient à peine de conquérir. Pendant la bataille, la grande majorité du château a brûlé et même les douves ont été comblées plus tard. Ce château n'a jamais possédé de tenchu et le site a eu le droit à une restauration en 2007 avec 2 tourettes, des murs et des terrassements que l'on peut retrouver dans le parc des ruines du château d'Utsunomiya. Par contre, le grand rempart en terre est traversé par un tunnel en béton et l'ascenseur peu discret ne donne pas une impression d'authenticité au site. Donc la visite de ce château est à réserver aux fans hardcore de château ou de la période de la guerre du Boshin. C'est la fin de ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que le déroulé global de l'histoire est assez clair. Dans le prochain épisode, nous irons toujours plus au nord pour suivre la débâcle de ce qu'il reste des pro-shoguns. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, laisser un like, mettre un commentaire ou encore partager la vidéo, c'est gratuit. Et pour finir, un grand merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!